Salut vous! Bon, j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo, vraiment différente de d'habitude. Voilà, j'avais envie de discuter de plusieurs sujets, pas uniquement business, mais aussi vie perso, etc. Donc j'ai trouvé la bonne idée de demander à ChatGPT de construire cette vidéo. En gros, je t'explique, le concept il est très simple. C'est que je vais demander de me poser des questions auxquelles j'allais répondre justement dans cette vidéo. Voilà, rien de plus simple. Donc tu verras, il y aura tout, il y aura du perso, du business, etc. Dans cette vidéo, je vais essayer de pas trop faire de coupures de montage, parce que j'ai envie que ce soit voilà, une discussion assez naturelle. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de format vous plaît. C'est un nouveau truc que je teste. Comme d'habitude, je teste plein de choses sur ma chaîne. Mais voilà, donc voilà, là j'ai mon PC devant moi avec plusieurs questions. Et du coup, première question de ChatGPT. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir freelance après Meta? Donc pour ceux qui ne le savent pas, en gros, moi, voilà, j'étais média buyer chez Meta directement. Donc en gros, ils appelaient ça Meta Marketing Pro. Donc j'avais accès à plein de comptes publicitaires sur le marché français. Donc, voilà, on avait un panel de clients à appeler. Donc, les clients étaient des annonceurs. Et en gros, voilà, on avait des appels de 30 minutes par mois par annonceur à peu près. En tout, j'avais genre 10 calls par semaine. Et forcément, j'ai kiffé, franchement j'ai kiffé, j'ai fait ça pendant plus de 5 ans, sauf qu'à un moment donné, j'avais envie d'évoluer. J'avais pas mal de compétences et j'avais déjà une petite idée, donc j'avais déjà lancé quelques petits business à côté, même avant, etc. Mais en fait, franchement j'ai procrastiné, j'étais plutôt bien dans ce job, en plus j'étais en télétravail, etc. Mais en fait ça s'est fait un petit peu naturellement. C'est-à-dire que au fur et à mesure, j'ai plusieurs annonceurs qui sont venus me voir et qui m'ont dit Stélio, on aimerait bien avoir un accompagnement plus poussé, pas forcément dans le cadre de méta, vraiment qu'on rentre beaucoup plus en profondeur, que tu nous accompagnes et on te paye pour ça. Bon voilà, j'ai commencé comme ça, et puis au fur et à mesure, tout simplement, j'ai continué dans cette voie-là. Et pourquoi j'ai décidé de vraiment quitter Meta? Bon, pour toutes ces questions déjà de liberté, forcément le fait de ne pas choisir ses clients, etc., tu t'en doutes, c'est un petit peu comme les métiers de sales. Franchement, c'est assez compliqué, ça me saoulait, tu vois, t'avais 30 minutes, tu choisis pas les clients, donc en fait, t'as tout type de vertical, comme je te disais, 30 minutes par appel par mois, tu peux pas vraiment approfondir. En plus de ça, il y avait des sortes de choses qui n'étaient pas forcément alignées avec les recommandations que je proposais, enfin que Meta me disait de proposer en gros aux clients, qui étaient vraiment plus alignées du côté Meta pour faire des tests, etc. Voilà, donc pour répondre simplement, ce qui m'a poussé, c'est plus de liberté, de me mettre à mon compte. Deuxième point intéressant, c'est évidemment le fait de pouvoir choisir mes clients. Et troisième point, qui est quand même fondamental, c'est le fait d'avoir un vrai impact. Et quand je parle d'impact, c'est vraiment le fait d'aller beaucoup plus en profondeur et finalement d'avoir des impacts tangibles dans le business de mes clients, avec une évolution sur le chiffre d'affaires, etc. Maintenant, deuxième question. Est-ce qu'il t'arrive de douter de toi dans ton métier? Alors ça, j'en ai parlé aussi sur des podcasts que j'ai sortis sur ma chaîne avec Mohamed, pour ceux qui ont vu. Mais oui, 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 oui. Alors ça, c'est quelque chose qui est quand même assez délicat, surtout quand on commence, parce que, tu vois, comme je t'ai dit, vu que j'ai bossé chez Meta, tu te dis, ça y est, je connais quand même pas mal de choses. Et puis, je suis expert, quoi. En gros, après 5 ans, machin, des formations en interne et tout ça. Et quand tu fais de la merde, faut le dire, quand tu fais de la merde, quand les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que tu imaginais, ça fout un coup au moral. Donc forcément, ça, euh, c'est, on va dire, de l'apprentissage, parce que au début, tu doutes forcément de toi, tu te dis putain, j'ai peut-être pas les capacités, il y a un truc voilà que j'ai pas compris, etc. Et puis ensuite, ça m'a amené à processiser pas mal de choses pour arbitrer. Quand je dis arbitrer, c'est de dire est-ce que le problème vient de moi, de mon travail, ou est-ce que le problème vient d'ailleurs,
Donc voilà, il y a plusieurs facteurs, hein. Moi aujourd'hui, je travaille avec les coachs, les infopreneurs, les thérapeutes. Donc quand je parle d'autres facteurs, ça peut être un facteur commercial, ça peut être un facteur tout simplement de business, hein. Le business ne fonctionne pas, etc. Mais en fait, tout ça, ça s'apprend avec le temps. Et puis, même, tu vois, ce serait te mentir de te dire que même aujourd'hui, je ne doute pas. Il y a plein de stratégies que j'ai mis en place, par exemple en début d'année sur des VSL. Voilà, pour le début d'année, on dira 2025. C'était franchement la VSL, c'était carton plein quoi. Fin 2024 même, c'était carton plein, ça fonctionnait super bien. La qualité des leads était super bonne. Aujourd'hui, c'est quand même assez différent. Donc, et puis c'est aussi ça qui est challengeant, hein. C'est aussi ce que j'aime dans mon métier, c'est-à-dire que le fait de douter, le fait d'avoir justement des échecs sur des campagnes, sur des stratégies, etc., ça me pousse à aller beaucoup plus loin, à rechercher, et voilà, c'est motivant, hein. C'est motivant, et puis intellectuellement, c'est stimulant. Voilà, tout simplement. Donc oui, ça m'arrive de douter, même aujourd'hui, et justement, c'est peut-être un moteur pour moi de pouvoir me surpasser et délivrer le mieux à mes clients, en gros. Alors, troisième question, qu'est-ce qui te motive vraiment à continuer ce travail? Alors, bon, j'y ai un petit peu répondu, mais ce qui me motive, c'est franchement, c'est l'impact que je peux avoir sur mes clients. Franchement, quand je vois des augmentations de chiffre d'affaires, quand je vois des clients qui sont ultra satisfaits, qui gagnent du temps aussi, je me dis que j'ai apporté du bonheur. Donc en fait, c'est quand même assez magique mon métier, c'est-à-dire que oui, voilà, c'est technique, etc. Mais la finalité, qu'est-ce que c'est? C'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que je gagne de l'argent en faisant gagner de l'argent à mes clients. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Et, voilà, donc ce qui continue, enfin ce qui me motive à continuer ce boulot, on dira, c'est vraiment le fait d'avoir de l'impact, de faire vivre confortablement certaines personnes, de faire exploser les chiffres d'affaires. Donc comme je disais, c'est aussi stimulant. Et bien évidemment, j'en parle souvent, c'est vraiment le côté liberté où voilà, je peux faire à peu près ce que je veux, même si je reste très proche de mes clients, s'il y a des urgences, etc. Mais voilà, c'est pas comme un boulot de salarié où voilà, tu dois répondre à un patron, etc. Même si je rends des comptes forcément à mes clients. Mais voilà, c'est beaucoup plus libre, c'est beaucoup plus chill. Je peux travailler à peu près aux heures de la journée que je veux. Donc voilà, hein, ça me permet de m'organiser correctement, comment moi je fonctionne. Et franchement, pour tout ça, c'est banger. Donc, on peut passer, je pense, à la 1, 2, 3, quatrième question. C'est quoi ton objectif personnel pour les 12 prochains mois? Alors, les gars, j'ai un objectif. Alors, personnel, je pense que ouais, on va plus parler peut-être du professionnel. Perso, vous serez bien entendu mis au courant parce que je prépare quelque chose d'assez incroyable pour 2026. Donc, normalement, ça devrait se dégoupiller pour janvier 2026 à travers des voyages, etc. Je vais pas vous spoiler, mais ça va être assez incroyable. Je vais faire du beau contenu, etc. Donc, bien évidemment, vous serez tenu au courant. Donc, objectif professionnel pour les 12 prochains mois. Les gars, moi, ce que j'ai vraiment envie d'atteindre, peut-être que voilà, c'est un palier symbolique, etc., que ça fait rêver beaucoup de monde et tout ça, mais j'ai vraiment envie d'atteindre les 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. En vrai, je suis freelance. Donc, j'ai pas de coûts. Alors, j'ai quelques logiciels, j'ai la comptabilité, les impôts, etc. Oui, oui, bien sûr. Mais voilà, je marche quand même très très bien. Forcément, je suis freelance, je fais intervenir personne ou très rarement. Voilà, c'est pas du tout pareil qu'un infopreneur ou encore pire, un e-commerçant, etc. Donc, 10 000 euros, ça me permet vraiment d'être ultra confortable. Donc actuellement, voilà, j'oscille, hein, ça varie beaucoup, mais il faut savoir que j'oscille entre 4 000 et 6 000 euros de chiffre d'affaires par mois, voilà, avec un total de 8 infopreneurs que je prends par mois, voilà. Et puis vu qu'il y a des systèmes de pourcentage, l'idée c'est vraiment de scaler au maximum sur les infopreneurs que j'ai déjà. Ok, donc voilà, mon objectif professionnel, c'est les 10 000 euros par mois, tout en... en fait, j'aimerais scaler, comme je le disais, j'aimerais scaler sans pour autant
toujours faire de l'acquisition pour avoir de nouveaux clients. Les clients que j'ai actuellement, franchement, voilà, j'ai de la chance. Bon, j'ai bossé pour les avoir, etc. Mais c'est des clients que je kiffe de ouf. Je kiffe leur business. On s'entend bien, il y a une bonne synergie, ça fonctionne bien. Donc là, l'objectif pour les 12 prochains mois, c'est de les faire scaler à 100% pour que eux gagnent de l'argent et que moi, j'atteigne ces 10 000 euros par mois. On peut passer à la question suivante de ChatGPT. Et c'est pourquoi, selon toi, la majorité des infopreneurs stagnent entre 2 000 et 5 000 euros par mois. Alors, ça, c'est un vrai sujet. Et il y a, bon, bah, tu t'en doutes, il y a vraiment plusieurs facteurs qui font que les infopreneurs stagnent. De moi, ce que je vois, parce que je travaille voilà, avec des infopreneurs qui, minimum, génèrent, on dira, 5 000 euros par mois. Et voilà, pour mon plus gros client, on est à 60 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc, pour dépasser le palier des 5 000 euros par mois, il faut plusieurs choses, à mon sens. Déjà, il faut du système. Voilà. En fait, c'est un peu se leurrer que de se dire que l'infopreneur, c'est le mec chill, tu vois, au bord de la plage, qui est tout seul, qui a un petit PDF. Et franchement, c'est plus comme ça, les gars. Peut-être que, en tout cas, moi, j'en ai jamais rencontré qui fonctionne encore comme ça aujourd'hui, en 2025-2026. Donc, je dirais, ouais, un système donc avec des closers, donc des commerciaux, avec plusieurs tunnels de vente, avec voilà, des stratégies marketing qui sont bien établies, que ce soit au niveau de l'acquisition, donc de l'organique, du contenu YouTube, Instagram, Facebook, etc. Une vraie stratégie. Et pareil pour la publicité, bien évidemment. Sur cette chaîne, on parle de pub, donc je dirais ouais, c'est vraiment je pense le système qui fait passer de 2 000 à 5 000 euros par mois. Et puis c'est alors système, c'est voilà, on va dire c'est peut-être pas indispensable pour passer les 5 000, mais les 10 000 c'est sûr et certain pour les infopreneurs. Mais pour les 2000, de 2000 à 5000, c'est juste du charbon en réalité. C'est juste bosser plus. C'est con, mais ouais, c'est bosser plus. Rajouter du système, ce sera quand même plus intéressant. Mais stratégie, système et travailler plus pour atteindre 5000 euros par mois. Mais c'est pas, franchement, c'est pas du tout, aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose de compliqué que de faire ces chiffres-là en infoprenariat. Donc, même si tu es coach, infopreneur, thérapeute, etc., tu peux facilement atteindre ce type de chiffres avec ou sans la publicité méta, d'ailleurs. Donc voilà pourquoi, selon moi, les infopreneurs stagnent entre 2000 et 5000 euros par mois. D'ailleurs, je fais une petite interruption, on va continuer les questions juste après, mais si t'aimes ce style de vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me permettra d'en recréer. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, si jamais voilà, je décide de refaire ce type de contenu. Bah, ce serait sympa que vous interveniez, donc que vous me posiez des questions, donc je mettrai en story voilà, des questions auxquelles vous pourriez répondre et les poser, et ainsi je ferai une vidéo dédiée. Donc c'est Stelio Marketing sur Instagram. Et puis bien évidemment, tu likes, tu t'abonnes, t'envoies un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis on passe à la prochaine question. Qu'est-ce qui fait selon toi une bonne publicité méta? Alors qu'est-ce qui fait selon moi une bonne publicité méta? C'est plein de choses. Alors on va essayer de prioriser peut-être. Si on parle de publicité, donc vraiment la partie ads, donc vraiment la partie créative, une bonne publicité, c'est une publicité qui ne ressemble pas à une publicité. Bon, on le sait, je le dis souvent sur cette chaîne, que on est bombardé de contenu sur les réseaux sociaux, et le fait est que, eh bien, il y a pas mal de difficultés, on va dire, à se faire entendre. Donc déjà, il faut passer plusieurs étapes avant que la personne devienne un prospect, avant que l'utilisateur qui est sur son smartphone en train de scroller sur Instagram ou sur Facebook devienne un prospect et au final un client. Donc, première étape, que ta publicité ne ressemble pas à une publicité. Comme un contenu organique, voilà, faut vraiment garder à l'esprit que les gens qui sont sur les réseaux sociaux, toi comme moi, on n'est pas là pour acheter quelque chose. On est là pour se divertir, regarder les photos de notre voisin,
regarder les vidéos de nos potes, de la soirée, de trucs, tu vois. Donc on est vraiment dans une logique de divertissement, de faire passer le temps. Donc pour cette raison précise, eh bien on va chercher à stopper le scroll par un contenu ultra organique et voilà, qui ne ressemble pas du tout à une publicité. Ensuite, deuxième étape pour une bonne publicité, on dira que c'est la pertinence. Donc par pertinence, j'entends tout ce que tu vas faire après le hook, donc ce qu'on appelle le body. En gros, c'est toute la partie où tu vas faire l'explication pour arriver à la fin, à l'appel à l'action. Donc toute l'explication, ça va être de mettre des contre-arguments, de mettre des témoignages, de mettre vraiment du contenu qui est pertinent dans ta publicité. Et à la fin, on dira que c'est l'appel à l'action. Donc ça peut paraître un peu simple, hein, dit comme ça, mais bien évidemment, c'est une science que moi je fais pour mes clients, de trouver des bons contenus, des bons axes, des bons hooks, des bons appels à l'action, etc. Ça demande du travail, ça demande de l'expérience, etc. Tu peux le faire toi-même, hein. Mais voilà, tu vas prendre quand même pas mal de temps, même si tu peux le faire, hein. Mais en gros, voilà, une publicité, c'est c'est trois choses, on dira. Donc, un contenu, une publicité finalement qui ne ressemble pas à une publicité qui est pertinente avec ta cible, et un bon appel à l'action qui guide précisément le prospect vers ce qu'il doit faire par la suite. Par exemple, clique autour de cette vidéo pour t'inscrire à mon webinaire de telle heure à telle heure, telle date. Ok ? Donc voilà ce qui fait selon moi une bonne pub. On passe à la question suivante. Pourquoi les gens ont peur d'investir en publicité selon toi? Bon, question un peu simple. D'ailleurs, tu peux me dire en commentaire si c'est pas ton cas et que tu n'as jamais fait de publicité. Je pense c'est la peur de perdre de l'argent, la peur de s'exposer aussi. C'est vrai qu'il y a ça. C'est-à-dire que évidemment, le premier truc auquel on pense, c'est voilà, t'investis dans ton business, enfin tu dépenses du coup dans ton business et tu as peur de ne pas t'y retrouver en termes de retour sur investissement. Je pense que c'est la première peur. Mais tu as aussi la peur de ah mais tout le monde va me voir et on va me juger, etc. Parce que c'est un niveau au-dessus, on dira que le contenu organique. Le contenu organique, c'est difficile d'être viral dans nos niches, tu vois. Mais par contre, avec la publicité, vu que tu mets du budget précisément pour obtenir des impressions, il y a par définition beaucoup de gens qui vont voir ta vidéo. Et forcément, ça peut faire peur. Bon, après, il faut bien se dire que, comme je l'ai dit, on est tellement noyé de contenu que personne ne va se souvenir de ta tête, à part les gens qui sont intéressés. C'est pour ça que l'algorithme de Meta, en tout cas publicitaire, fonctionne bien. Donc je dirais peut-être ces deux peurs. Ces deux peurs. Ah, peut-être une troisième peur que je rajouterais, c'est la peur de devenir dépendant à la publicité. Et franchement, c'est vrai. Moi, je le vois avec mes clients. Sans la publicité, enfin, ça devient très compliqué de performer. Forcément, moi, je vends de la pub, donc je vais pas vous dire le contraire, mais faut savoir que à partir du moment où tu fais de la publicité, que tu testes et que tu as tes premiers résultats, eh bien, tu vas plus pouvoir t'en passer parce que ça te génère de l'argent. Donc forcément. Après, est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est une bonne chose? Enfin, là, tu peux toujours diversifier avec plusieurs canaux d'acquisition, etc. Mais ça, voilà, je pense que ça va être dans des niveaux un petit peu plus élevés. On dira à plus de peut-être 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires généré. Mais je pense que ça aussi, le fait de se dire ah putain, je suis dépendant de la publicité, etc. Bon, dans tous les cas, si ça fonctionne, il n'y a pas de bonne réponse. C'est-à-dire que si ça fonctionne, tu appuies sur le champignon et tu mets plus de budget publicitaire. Dans tous les cas, tu gagnes de l'argent. Et si ça ne fonctionne pas, soit tu baisses le budget, tu retestes si voilà, tu veux faire exploser ton business, c'est la bonne stratégie à faire, ou soit tu coupes et puis tu continues tes activités, quoi. Donc voilà. Je pense que c'est un peu pour ça que les gens ont peur d'investir. Prochaine question. Quelle est ta plus grande prise de conscience cette année en publicité? Waouh. Waouh, waouh, waouh. Franchement, je suis pas très bon à réfléchir à ce qui s'est passé cette année. Et il y a eu tellement de trucs. Il y a eu tellement de trucs.
Euh, Déjà, il y a eu l'arrivée de Andromeda, franchement, qui n'a pas tant bouleversé les comptes publicitaires que je gère. Ça juste, en fait, ça vient confirmer la thèse que j'aimais depuis longtemps. Si tu regardes cette chaîne, si tu remontes sur les premières vidéos, j'en parlais déjà, qui est le fait de d'étoffer au maximum le gestionnaire de publicité de plein de créatives différentes. Donc que ce soit des créatives avec plusieurs axes, même des formats différents, des concepts, etc. De toujours rajouter de la créative. Donc ça, je l'avais dit depuis longtemps, et Andromeda ne fait que confirmer ce que je disais. Puis voilà, ça va être de plus en plus. En plus, maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Tu peux faire des créatives à l'aide de l'IA. Voilà, tu n'as aucune excuse, entre guillemets, de ne pas faire un maximum de créa. Donc, je dirais ça, peut-être, prise de conscience. Deuxième prise de conscience, j'en ai parlé aussi dans une vidéo, c'est peut-être la brandformance. Un petit peu moins là sur ces derniers mois. Mais voilà, si ça, c'est pour les personnes qui scale agressivement. Si tu scales au niveau du budget, que tu augmentes drastiquement le budget et que tu vois que tu atteins un plafond de verre, ça peut être pas mal de mettre des petites stratégies de campagne de notoriété, des petites campagnes de vues de vidéos, etc. pour faire un petit peu d'awareness et pour pas dépenser en fait ce budget awareness dans la campagne de conversion parce que les impressions coûtent beaucoup plus cher. Donc franchement je dirais ça. Euh, Ouais, la plus grande prise de conscience, je pense que c'est ça, c'est effectivement que la créa, c'est toujours central. Là, franchement, les gars, pour vraiment être 100% transparent avec vous, 80% de mon job, c'est rédiger des scripts publicitaires, réorganiser des hooks, réorganiser des créatives, tu vois, faire de la veille concurrentielle, etc. C'est vraiment basé sur la créative. Bon, après, il y a bien sûr le pôle stratégique où on va, comment on s'organise, etc. Mais bon, j'abuse peut-être 80% du temps, mais franchement, bien 60% de mon temps qui est dédié uniquement à la créative pour mes clients. Donc ouais, prise de conscience, continuer de bosser sur les créas, c'est le nerf de la guerre. Et puis voilà quoi. On peut passer, je pense, à la prochaine question. Qu'est-ce que Meta t'a appris que tu utilises encore aujourd'hui? Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que c'est mes méthodes de testing. Même si ça a bien évolué, notamment avec Andromeda, comme on l'a vu. Il y a plein de choses qu'on teste plus, typiquement les audiences, etc. Par contre, les équations de testing, donc le fait d'isoler certaines variables, par exemple les axes marketing, voilà, ça fonctionne encore et ça fonctionne beaucoup mieux que de faire en général une campagne broad pour le moment. Ça dépend des budgets, bien entendu. Mais en tout cas, pour ma cible, pour mes clients, ce qui fonctionne bien, c'est le testing par créatif, par angle marketing d'abord. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dédiée il n'y a pas si longtemps. Donc je pense que si tu l'as vu, tu comprendras de quoi je parle. Mais en gros, euh, voilà, ce que Meta m'a appris, donc c'est toute cette notion-là. Et puis bien évidemment, le tracking qui est super important. Moi, quand je suis arrivé chez Meta, il y avait pas encore l'API de conversion. C'est arrivé un petit peu après. Euh, mais, euh, mais ouais, voilà, c'est toute cette notion de tracking, comment on optimise nos publicités, quand choisir tel ou tel objectif. Voilà, donc je dirais stratégie de testing, tracking, c'est vraiment ce que m'a appris Meta et ce qui fait, je pense, ma force aujourd'hui. Donc mes méthodes de testing, tout simplement. Qu'est-ce que Meta ne t'a pas appris et que tu as dû apprendre tout seul? En réalité, plein de choses, hein. Plein de choses parce que Meta c'est super cool parce que bah voilà t'es dedans enfin t'es toute la journée sur le gestionnaire de publicité, t'as accès à plein de comptes donc c'est cool, c'est intéressant, puis t'es formé en interne, des formations qui sont super franchement super euh, étoffées, j'ai envie de te dire, super intéressantes. Par contre bah voilà, c'est un taf de salarié donc ça ne t'apprend pas l'entrepreneuriat. Ça t'apprend dans une certaine mesure à gérer les clients, mais tu vois, une fois que tu n'as plus ton client, boum, il bouge dans un autre book ou alors il est rayé de la liste et puis plus personne l'appelle. Là, voilà, je pense, la gestion client, j'ai dû vraiment l'apprendre depuis mon activité. Ensuite, il y a toute la partie funnel. Donc tout, voilà, faut savoir que moi, quand je me suis lancé, au début, je travaillais avec tout le monde, forcément, vu que
Voilà, j'ai eu des agences immobilières, j'ai eu des e-commerce, j'ai eu des associations, j'ai eu des fast-food. J'ai bossé avec tout type de boîte au début quand je me suis lancé du coup en freelance et en fait ça fonctionnait pas. J'étais franchement bon déjà en termes de passion et tout, je sais pas, je me retrouvais pas et en plus de ça, bah, j'étais super dispersé. Ça veut dire que le matin tu bosses avec cette chaîne de fast-food, l'après-midi tu bosses avec un infopreneur, le lendemain avec. Franchement c'était trop compliqué. Donc j'ai une grosse remise en question. Donc ça, je te parle de ça, c'était en 2024. Et puis ouais, grosse remise en question en 2024. Et puis je me suis dit, vas-y, je vais lancer des pubs pour mon business et je vais voir ce que ça donne, ok, pour faire de l'acquisition. Et là, en fait, ça s'est fait super naturellement. C'est-à-dire que je me suis créé un tunnel et je me suis mis dans le dur. C'est-à-dire que pendant 3 mois, j'ai balancé du budget à perte. J'ai balancé du budget. J'ai testé plein de trucs sur System.io. Le tracking, les funnels, j'ai fait de la VSL et j'ai fait du webinaire, j'ai fait plein de choses, ce qui m'a permis de comprendre en profondeur les problématiques des infopreneurs et pas juste d'être focalisé sur la publicité méta. Donc je dirais que ce que Meta ne m'a pas appris, c'est vraiment toute la cohérence qu'il peut y avoir entre la publicité méta et tout ce qui se passe après. Donc le tunnel, l'appel de closing, etc. Parce que forcément, quand j'ai fait cette acquisition, j'ai eu plein d'appels de closing. Ce qui m'a appris justement à développer plusieurs méthodes pour pouvoir ramener du volume tout en filtrant la qualité des prospects. Donc voilà, je dirais ça. Ce que Meta ne m'a pas appris, ça va être toutes les questions de funnel et ce qui se passe après la publicité, tout simplement. Maintenant, c'est quoi la plus grande erreur de ta carrière selon toi? On vient d'en parler. On vient d'en parler. Ma plus grande erreur, c'était vraiment le tout début. C'est lorsque j'ai voulu travailler avec tout le monde. Donc e-com, comme je te disais, association, fast-food, etc. Ça, c'était ma plus grosse erreur. Charge mentale de malade. Euh, ouais, relation client euh, catastrophique, pitoyable. Donc voilà, ça m'a appris, hein, c'est good, hein, mais voilà, c'était pas un moment facile, donc c'est clairement la pire erreur de ma carrière. Carrière, ça fait un peu présomptueux pour le coup. Bon alors, quel client t'a le plus challengé? Le client qui m'a le plus challengé, c'est un client que j'ai actuellement, qui est très connu. Je vais pas dévoiler son nom parce que j'ai pas encore l'autorisation de communiquer sur lui. Mais ouais, c'est un client que j'ai en ce moment qui me challenge pour plusieurs raisons. C'est un gars qui a une grosse structure, même si c'est un infopreneur. Il y a beaucoup de gens qui bossent sur le business et c'est un vrai challenge pour moi de pouvoir communiquer avec toutes ces personnes en profondeur. Donc c'est-à-dire d'avoir des réunions hebdomadaires, de piloter en fait la stratégie et de prendre un rôle beaucoup plus gros que simplement le média buyer qui est dans sa chambre et qui envoie les campagnes. Donc là, voilà, j'ai un rôle beaucoup plus stratégique sur l'acquisition, ce qui me plaît énormément, mais du coup, c'est un nouveau challenge et c'est ce que je cherche hein, avec tous mes clients, d'avoir vraiment cette maîtrise stratégique et d'avoir la main plus ou moins sur voilà, toute la partie acquisition. Mais je t'avoue que voilà, c'est un challenge parce que voilà, c'est pas simplement lancer des campagnes, etc. Toute la partie stratégique, bah voilà, pas mal d'erreurs aussi hein, qu'on a faites, ce qui est normal. Mais voilà, plus gros challenge, c'est avec lui. Et puis voilà, je lui fais des bisous s'il voit cette vidéo. Mais voilà, en gros, c'est sur ce client. Et maintenant, est-ce que tu te vois toujours faire ça dans 5 ans? Dans 5 ans, donc là j'ai 28 ans, dans 5 ans j'aurai 33 ans. La vache, ouais, enfin, j'espère que je serai toujours là-dedans. Alors, on verra comment la publicité a évolué, surtout qu'il y a plein de choses qui se passent avec l'intelligence artificielle, etc. Mais oui, très honnêtement, j'espère que je serai toujours dans le marketing et dans la publicité en ligne parce que j'aime profondément ça. Même si c'est plus, enfin, ce sera peut-être plus sous la forme enfin, sur la forme, pardon, que je fais actuellement, hein, ou que je faisais plutôt il y a un an, que ce sera, je pense, beaucoup plus stratégique et beaucoup plus créa, encore une fois, ce qui me plaît tout autant, voire plus.
Donc oui, j'espère, je ferai tout pour en tout cas, pour continuer de faire du marketing et de la publicité en ligne sans problème. Et je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Et du coup, dernière question. Les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Pourquoi tu fais des vidéos YouTube? Eh bien, pourquoi je fais des vidéos YouTube? Parce que je suis un mec extrêmement gentil qui veut vous faire plaisir et vous donner tout plein de valeur et que j'adore parler à la caméra. Pas du tout les gars. Pourquoi je fais des vidéos YouTube? Pour plein de raisons. En fait, je me suis habitué au début. C'est un vrai challenge parce que parler devant une caméra et tout, c'est franchement pour ceux qui l'ont fait, c'est pas du tout agréable. C'est très difficile. Mais c'est un challenge. J'aime bien le côté créatif, j'aime bien faire du montage. J'aime beaucoup enseigner aussi. Je m'en aperçois, voilà, au plus je prends de clients et au plus je m'aperçois que j'aime bien leur apprendre des choses. J'aime aussi que eux m'apprennent des choses, donc transmettre finalement, voilà pourquoi. Ensuite, bien évidemment, le premier point, c'était l'acquisition sur YouTube qui était super intéressante. Je suis un gros consommateur de YouTube aussi. Donc pourquoi je fais des vidéos YouTube? Pour déjà pour donner de la valeur, parce que ça me fait plaisir, je suis gentil. Bien évidemment pour faire de l'acquisition, pour rester dans vos têtes. Mais voilà, de manière très honnête, voilà, c'est un bon challenge. J'aime beaucoup faire ça. C'est un exercice qui est pas du tout facile pour moi. J'aime beaucoup le côté créatif, le côté transmission. Et bien évidemment, ça sert mon business. Donc voilà, je continuerai d'en faire tant que je peux, même s'il y a eu une petite pause. Et probablement, avant la surprise qui va arriver cette année, il y aura également une petite pause, je pense en tout cas. Donc voilà, on est bon pour cette vidéo. Les gars, j'ai quelque chose de super important si tu me découvres sur cette vidéo, et même si tu me connais déjà mais que tu n'as pas vu cette vidéo où je refais ta stratégie VSL de A à Z. Je te préviens, c'est une pépite. Tu retrouveras le lien directement en description de cette vidéo. En gros, dans cette vidéo, c'est très simple, c'est que je t'explique ce que je vends à mes clients. Ok? Donc c'est littéralement toute ta stratégie refaite de A à Z. Ça dure une vingtaine de minutes, c'est extrêmement rapide. Mais voilà, je pense que sur YouTube, ça s'est jamais fait, que ce soit en France ou aux États-Unis. Voilà, tu peux aller checker ça. Et je mettrai voilà, le lien aussi quelque part autour de cette vidéo. En tout cas, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao!